Envie d'investir dans un projet immobilier d'exception à Miami? Découvrez nos résidences ultra luxueuses à Bay Harbor. Profitez d'un cadre de vie privilégié, à 2 pas des plages, de la marina, des boutiques et des terrains de golf. Synagogues, restaurants et supermarchés cachers sont également accessibles en quelques minutes. Appelez-nous dès maintenant au 07 59 62 38 08 pour une présentation exclusive et personnalisée. Confidentialité garantie. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Capimo. Ravi d'être avec vous, je suis David Messica et je suis en compagnie de Cyril Parmentier. Bonjour Cyril. Bonjour David. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors un petit rappel, Cyril Parmentier, donc tu 25 ans d'immobilier. Absolument. Voilà, que ce soit en tant qu'agent immobilier sur le terrain, oui, ou au sein de différents réseaux immobiliers, à l'animation, au développement. Exactement, voilà. C'est ça, j'ai vu un peu les deux facettes de ce beau métier d'agent immobilier. Impeccable. Et donc, actuellement, tu prépares un projet. Alors, tu étais venu en fin d'année, on avait dit que ça allait se lancer début 2025. Donc, c'est encore top secret. Est-ce que tu nous confirmes que... Oui, c'est top secret parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'en parler tant qu'il n'est pas encore lancé. Donc, je viendrai, je l'espère, en parler à ton micro, David. Bien sûr, avec grand plaisir. Et là, donc, on va démarrer tout de suite avec le point marché pour cette rentrée immobilière de 2025. Oui. Alors, ce point marché, Cyril. Point marché, lors de la dernière émission, on a parlé de l'atterrissage du volume de vente sur le marché de l'ancien. On a eu un atterrissage à 771 000 transactions dans l'ancien. 771 000. Exactement. Donc, une année, pour le coup, qui était plutôt basse. Alors, plutôt basse par rapport aux années records, mais clairement, on peut dire une bonne année dans l'immobilier. Si on prend en référence les années vraiment basses, comme l'année 2009, suite à la crise des subprimes, on était sur 560 000 transactions. D'accord. Donc voilà, et l'année record, c'est 1 200 000 transactions pour donner à nos auditeurs une échelle de valeur. On est quand même plutôt sur une bonne année. Ce qui s'annonce, c'est un volume de vente à nouveau très intéressant, alors, personne n'a de boule de cristal, mais les statisticiens prévoient 900 000 transactions dans l'ancien sur 2025. Donc, un marché qui s'annonce dynamique. Et puis, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aussi en préparant cette émission. Exactement. Et alors, avec des perspectives plutôt intéressantes sur notamment les taux, c'est ça, les taux d'intérêt? Exactement. Ce qui va encourager ce dynamisme, c'est déjà que beaucoup de Français ont mis leur projet un petit peu entre parenthèses, sur ce marché qui était un petit peu affolé, sur cette économie en général qui s'affolait un petit peu, qui était pleine d'incertitudes. De la certitude, on en retrouve, et les acteurs comme les banques nous donnent des raisons d'espérer. Je dis les banques elles-mêmes parce que c'est vrai qu'on voit les taux directeurs, on entend beaucoup parler, les taux d'emprunt d'État partent à la hausse, on en entend beaucoup parler, mais la volonté des banques, c'est eux de baisser leurs prêts pour attirer à nouveau des clients, être dans une notion de marché de conquête. Alors ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que si on décryptait ce que tu dis, ça veut dire que même s'ils vont payer l'argent plus cher, ils sont prêts à faire des taux d'intérêt plus bas. Voilà, la banque achète plus cher, tu as raison. Voilà, pour pouvoir de nouveau financer des projets immobiliers. Exactement. Donc, on y reviendra un peu plus tard, ça veut dire pour ceux qui nous écoutent, de préparer un bon dossier, puisqu'en fait, c'est de la conquête client, concrètement. Exactement. Ils sont restés un petit peu en retrait par prudence, parfois par obligation, puisqu'il y a le haut comité du conseil financier qui freinait, qui donne ses consignes et qu'on est obligé de respecter quand on est un établissement bancaire. Mais aujourd'hui, voilà, tout s'assouplit. C'est ce qu'il faut retenir pour nos auditeurs, c'est que les clients ont besoin de vous. Si on a un bon conseil d'amis à leur donner, c'est allez-y. Aujourd'hui, les clients, les banques ont besoin de vous et sont prêtes à travailler à nouveau avec vous. Une idée des taux, parce qu'on parle beaucoup de ça. On l'a. Alors, on a des taux.
faut pas attendre trop longtemps pour s'engager parce que de toute façon, on devrait arriver à une stabilisation des taux. Ok. Disons aux alentours de 3% sur 20 ans. C'est les chiffres qui sont donnés par Vous Financer. Hein. Pour vous donner un peu les sources, Vous Financer, qui est un réseau donc de courtiers en prêt immobilier, annonce un atterrissage aux alentours de 3% sur 20 ans. Et ils ont même relevé un établissement bancaire qui a d'ores et déjà proposé un taux à 2,99, mais vraiment pour une politique agressive de conquête de clients. C'est un produit d'appel. Je te dis, David, on devrait arriver sur des taux stabilisés sur l'année et sur l'année à venir aux alentours de 3%. Alors pareil, ce qui peut aider les auditeurs, c'est de comprendre en fait qu'une fluctuation de 1% du taux, ça représente une fluctuation sur un budget de 10%. C'est ça. Donc, si c'est 1% de moins sur son TEG, hein, sur son taux d'emprunt global, bah, on va gagner 10% de plus en capacité d'emprunt. Et inversement. Mais 10% sur les budgets, quand on sait que l'acquisition moyenne en France est aux alentours de 200 000 euros. Oui. Ça représente quand même une bonne partie. 20 000 euros, dans un sens ou dans l'autre. Exactement. Ok, et alors par contre, il y a aussi des mauvaises nouvelles, non, mais en tout cas une dynamique de l'État, c'est ça, des changements législatifs qui peuvent être inquiétants. Notamment avec la loi climat et résilience qu'on s'impose. Je ne sais pas si nos voisins européens ou au monde s'imposent les mêmes contraintes, mais nous, on est rentré dans ce schéma, on respecte cette loi climat et résilience, plus connue grâce au diagnostic énergétique, au DPE, diagnostic de performance énergétique. Et beaucoup de ceux qui nous entendent, qui sont peut-être vendeurs d'appartements, d'immeubles dans l'ancien, ou d'acquéreurs qui ne trouvent que dans les anciennes villes, hein, comme le centre de Paris, le centre de Lyon, etc., que des biens anciens, bah, les appartements classés G, qui ont un diagnostic de performance énergétique classé G, ne peuvent plus mettre en location ces biens. Donc, il faut faire des travaux. Oui. Et côté acquéreur, bah, il est difficile de trouver une banque qui va accepter de financer ce type de bien. Donc, c'est une double peine. Quand on est propriétaire d'un bien classé en G, je ne peux pas le garder, le mettre en location sans avoir fait les travaux, et je ne peux pas le vendre sans avoir fait les travaux. Alors, il y a des guillemets, des nuances à apporter, puisque là aussi, certaines banques acceptent de financer à partir le prêt immobilier en accord avec le prêt travaux. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Solidairement, quoi. C'est-à-dire que les échos que l'on a, nous, des agents immobiliers avec qui on discute, des acheteurs, des investisseurs, c'est qu'il y a donc la possibilité potentiellement de financer à condition, pour le coup, presque toutes les banques le font maintenant, d'avoir un DPE projeté, c'est-à-dire quels travaux je vais faire, pour quel montant et pour quel résultat concret. Oui. Et ça devient fondamental, comme tu dis, sur un plan de financement. Et qui dit que c'est fondamental sur un plan de financement et dans l'esprit des vendeurs, c'est également devenu un critère déterminant dès la lecture d'une annonce immobilière. Hein. Exactement. Et on parle beaucoup des G, mais dans ce qui change aussi au 1er janvier, il y a aussi l'obligation d'un audit énergétique, donc cette fameuse projection sur ce qu'on peut améliorer pour améliorer la performance énergétique d'un bâtiment, sur les logements classés E. Donc aujourd'hui, ça devient obligatoire dans le cadre d'une vente d'assortir d'un audit énergétique les ventes pour les biens classés E. Très bien. Merci beaucoup, Cyril. Ce que je te propose, c'est de passer aux bonnes résolutions, puisque on parlait de projets en 2025. Ce que j'ai été regarder sur Google, c'est le pic des recherches en termes d'achat immobilier. Et c'est aux alentours du 5 janvier. C'est-à-dire que depuis avril dernier, il n'y a pas eu le même pic de recherche. Et ce nouveau pic est arrivé au 5 janvier. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les recherches associées. Et sur les recherches associées, on a les frais d'acquisition, donc les personnes qui consultent achat immobilier, par extension, sont demandeurs de ce que représentent les frais d'acquisition, quel apport personnel on doit mettre dans une acquisition, et ce qu'on a commencé à évoquer, tout ce qui va avec les prêts et les taux d'intérêt. Donc, est-ce que tu veux bien... pareil, sur les frais d'acquisition, est-ce que tu peux un peu renseigner les personnes qui nous écoutent finalement ? Oui, combien coûte d'acheter un bien ? Alors, dans ce qu'il faut prendre en compte,
Bien sûr, il y a l'enveloppe travaux, les frais annexes, les frais d'agence, ils sont en fonction de qui supporte la charge. Bien Il y sûr. a charge vendeur, charge acquéreur. Donc si c'est à la charge de l'acquéreur, Il faut qu'il et puisse il les faut qu'il puisse les financer. financer de lui-même, qu'il puisse financer peut-être le mobilier qui va rester s'il veut que ce mobilier soit exonéré des droits de mutation. Et justement, les droits de mutation, c'est les fameux frais de notaire. Oui. Alors, tout va pas vers le notaire, hein. Romain, qui était avec nous Voilà. la dernière fois, L'aurait dit de lui-même. l'aurait dit lui-même. Il n'y a que Une partie. une partie, ouais, à peu près 1%, un peu moins d'1% qui va vers le notaire. Mais sinon, ce sont des taxes, donc des frais de notaire qui sont des taxes sur l'acquisition, des droits de mutation et autres. Et on est en fonction des enveloppes, des budgets, entre 8 et 10% de l'acquisition d'un bien. Alors c'est intéressant parce que ça reflète aussi une chose importante, c'est que les personnes finalement ont tout le temps peur des frais annexes. Donc ce qu'on peut dire là tout de suite, c'est qu'ils peuvent aller sur le site des notaires, faire les simulations sur un bien donné, puisque les frais de notaire, ce qu'on appelle communément les frais de notaire, mais vous l'avez compris, c'est les frais d'acquisition au sens large. En fait, ce pourcentage dépend de ce que vous achetez en termes de prix. Ils peuvent être de 10% ou 12% si on achète un petit studio, une cave ou quelque chose de moins de 100 000 euros. Ça, pas 12, mais 10 en tout cas. Ouais. Et ça peut être beaucoup plus proche de 7 si on achète à plusieurs millions d'euros. Pareil, les gens ne le savent pas forcément, mais il y a une partie qui dépend du fait de l'emprunt ou pas. Et on peut aussi aller plus loin en disant qu'il y a des questions qui se posent sur les frais annexes, comme d'ailleurs des frais sur le financement, quand il y a une hypothèque ou quand vous avez toutes sortes de frais autour de l'acquisition, au-delà des travaux, etc. Voilà. Donc je comprends que la problématique de beaucoup de personnes soit de se dire, au final, quand je tire mon trait final, combien me revient l'acquisition? Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais le projet dont on parle, qui est top secret, sera là pour rentrer dans le détail. On n'a pas le temps dans une émission de 30 minutes de rentrer dans le détail, mais on aura le temps de consacrer pas mal de temps sur ces conseils. Bon, bah, super, Voilà. impeccable. Et du coup, par rapport à la deuxième question que les personnes se posaient en recherche associée, donc cette notion d'apport personnel, globalement, on s'est toujours dit qu'on amenait 10%. Hein, j'ai Oui. souvent entendu ça. Oui. C'était d'ailleurs un peu la somme qu'on bloquait à un moment donné chez les notaires. Là, tu me disais que l'apport en 2024, il a été plus important que ça? Oui, l'apport qui était demandé par les banques était en moyenne de 30%. Donc c'est considérable, enfin en fonction des montants, là Bien aussi, sûr. hein, mais on est sur, Oui. sur des montants d'apport qui sont considérables, qui ont exclu notamment pas mal de primo-accédants. Alors après, il faut regarder aussi dans le détail. C'est quoi l'apport personnel? On va pas développer, mais simplement, beaucoup ont entendu parler notamment du PTZ, du prêt à Oui. taux zéro, qui est donc un prêt qui peut faire partie de cet apport personnel qu'on va constituer au moment de cette acquisition. Alors pareil, beaucoup de gens sont exclus du champ du PTZ, du prêt à taux zéro, mais là, dans la volonté d'aller conquérir de nouveaux clients, les banques ont élargi aux non éligibles certaines D'accord. solutions qui permettent d'aller chercher jusqu'à 10% du montant de l'acquisition. Donc, si on a déjà 20% d'apport Bien sûr, personnel, on ça peut aller permet. chercher les 10% grâce à des services mis en place par les banques. Et encore une fois, si on est sur les conseils à donner sur une potentielle première acquisition, on vous montrera un exemple concret dans quelques instants, mais de l'apport personnel, c'est aussi un emprunt du coup moins important, donc sûr. une mensualité plus petite Plus basse, et ouais. une capacité, pas d'autofinancer, parce que sur certains projets, ça s'autofinance pas, mais en tout cas de sortir beaucoup moins d'argent de sa poche tous les mois aussi. Exactement. Voilà. Justement, si on reparle quelques instants des prêts et des taux, on a bien compris que donc dans les préoccupations, c'était de préparer son dossier, justement de savoir si on était éligible. On aura l'occasion, je pense, à une prochaine émission, d'avoir une personne dédiée aux prêts qui viendra nous redire Mhm. et peut-être rassurer certains sur leur capacité à emprunter. Ouais, c'est ça, c'est d'appréhender l'enveloppe à financer globale et ensuite comment je finance. Travaux, frais de notaire, etc. Avec mes deniers, comment je finance. Voilà. On l'a dit rapidement en préambule par rapport aux
au taux qui correspond, voilà, 1%, c'est à peu près 10 000 euros pour que tout le monde se rende compte. De capacité d'emprunt, enfin de budget. Voilà, et là, dans l'autre sens, pour donner une idée, là, c'est l'impact de la durée qu'on peut aussi vous indiquer. C'est-à-dire qu'à taux identique, si on prend 3,5 de taux, sur 15 ans, vous pourriez, si vous remboursez 1 000 euros par mois, hein, on se donne une base comme ça fait 140 000 euros empruntés sur 15 ans, ça fait 172 000 euros empruntés sur 20 ans, et ça fait 200 000 euros empruntés sur 25 ans. Donc ça vous permet là-dessus d'avoir une variable, de se dire, à taux identique, à mensualité identique, la durée me permet là aussi de jouer sur ma capacité d'emprunt. Exactement. Et j'invite tous nos auditeurs, surtout ceux qui ont pris des notes dans la voiture rapidement en écoutant l'émission, mais de prendre leur temps et d'aller voir aussi les simulateurs qui sont proposés par les courtiers, par les banques. Dans les deux sens d'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà fait. Exactement. Hein, j'ai vu un bien à 200 000 euros, je vais sur un simulateur et je regarde ce que ça me coûte par mois. Et à l'inverse, je me suis dit que je voulais consacrer tant par mois et ça me fait combien d'enveloppes pour aller sur des sites d'annonces. C'est exactement ça. Impeccable. Alors, un exemple concret, vous savez que dans l'émission, on aime bien faire, j'allais dire, se servir de ChatGPT, pour ceux qui ne l'utiliseraient pas encore, donc l'intelligence artificielle, et donc du coup se dire, voilà, là l'exemple concret, c'est vous gagnez 3 000 euros net par mois, ça peut être le budget d'un ménage, ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie tout seul, et vous souhaitez faire un investissement locatif en France. Donc, quelle ville l'intelligence artificielle va nous conseiller et pourquoi? Donc là, on s'aperçoit que quand on ne lui donne pas plus d'informations, on a des réponses où on a par exemple la ville de Rennes, où on pourrait aller vers un T2 de 40 mètres carrés. On a Toulouse, où ça pourrait plutôt correspondre à un T3 de 60 mètres carrés. Et une ville comme Nice, bon, on sait que c'est une ville assez chère, donc on est plutôt sur un studio de 30 mètres carrés. Donc évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui a donné les mêmes contraintes. Hein. Quand vous gagnez 3 000 euros net, vous pouvez consacrer à peu près 33%, un tiers, donc 1 000 euros par mois. Et donc on a ces trois villes qui ressortent. Alors Cyril, toi, qu'est-ce que tu en penses quand tu entends ces réponses faites par l'intelligence artificielle uniquement, hein? Ouais, bien sûr. Ben, j'en pense que nos habitués le savent, qu'on utilise toujours cette solution, parce que c'est vrai qu'il faut se méfier de la data, et l'intelligence artificielle, on est sur de la data, donc qui est très juste, parce que c'est de la data, mais qui demande une interprétation humaine. On peut parler d'intelligence augmentée, on va parler de data plus expérience, et si je peux faire participer mon expérience à cette émission, c'est avec plaisir. Si on prend une ville comme Rennes, ville étudiante, etc., bah, on a plusieurs Rennes. Rennes, c'est l'agglomération, il y a le centre historique de Rennes, et il y a des politiques aussi de la ville, et notamment je regardais certaines émissions qui montraient que Rennes commençait à libérer pas mal d'actifs immobiliers, la ville de Rennes. D'accord. Si on prend des grandes villes comme Toulouse et Nice, pareil, ville étudiante, ville historique et villes qui se sont développées énormément. Pour ceux qui peuvent connaître la promenade des Anglais à Nice, savent très bien que ça part schématiquement de l'aéroport jusqu'au Vieux-Nice, et qu'il y a un monde d'écart au bout de ces 7 km. Donc voilà, et en plus, il y a 2 trottoirs, comme dans beaucoup de rues, un trottoir qui va plutôt vers la mer et un qui va plutôt vers les terrains. Et les différences sont considérables. Donc ça ne veut pas dire grand-chose d'acheter un studio de 30 mètres carrés à Nice. Il faut être à l'affût de ces bonnes affaires, aller se rendre compte de ce que ça veut dire, un studio de 30 mètres carrés, et qu'est-ce qu'on peut... Oui, c'est-à-dire que si ce qu'on s'est dit en fait en regardant ces réponses, c'est que si on devait rajouter des recommandations humaines finalement, on dirait renseignez-vous sur la ville, sur Internet, mais aussi auprès des agents locaux, parce que ce que tu dis sur le bon ou mauvais trottoir, sur un immeuble plutôt qu'un autre, sur la location derrière aussi. Quelle est la pression de la demande? Voilà. Alors, bon, sur ces 3 villes, on ne se trompe pas trop. On est vraiment sur de grosses agglomérations, mais c'est vrai qu'après,
dans les recommandations qui peuvent être faites, il y a des objectifs qui sont différents. Les prix sont plus faibles à Toulouse peut-être qu'à Nice. Par contre, si c'est faire aussi de la location touristique, ça peut être plus intéressant peut-être sur la côte que sur Toulouse. Avec là aussi, comme tu le sais, beaucoup de villes qui réglementent de plus en plus cette notion j'allais dire, de Airbnb ou en tout cas de location dite saisonnière. Donc, il faut avoir aussi en tête, on dit souvent, il faut que le projet y tienne au-delà de certaines opportunités. C'est-à-dire que faites vos calculs, finalement, pour que ça puisse tenir sur un marché locatif, entre guillemets, standard. Et ce qu'on s'était dit aussi, c'est proche de chez vous si vous souhaitez une gestion active, très important. Parce que derrière un achat que vous faites très loin de votre domicile, qui va le gérer? S'il faut le remettre en location, est-ce que ça va être plus long? Donc ça aussi, il faut tenir compte de ça. J'avais entendu quelqu'un dans l'immobilier qui disait, quand on parle de taux de rentabilité, il faut comparer aussi au travail fourni. Et je trouvais ça très intéressant de dire finalement, si je fais du 3% sans jamais me mêler, ou je fais du 5% en étant obligé de changer les draps de la personne et de revenir une fois par semaine, etc., c'est plus la même gestion. J'ai travaillé différemment sur le bien immobilier et ça, c'est très important. Et le dernier point, c'était la notion de liquidité. C'est-à-dire que certaines villes, certains quartiers, certains biens sont plus liquides que d'autres. Quand on dit liquide, ça veut dire que j'ai besoin d'argent. Est-ce que je vais mettre 2 ans à revendre le bien ? Ou est-ce que je sais que dans le mois, je peux récupérer mes sous? Et ça aussi, je pense que quand on fait une acquisition immobilière, c'est un point important. C'est un point important. Là, j'ai un exemple à donner. C'est un exemple familial. Un cousin qui n'a pas écouté mes recommandations a investi en Pinel, au nord de Toulouse. Il se retrouve à vouloir vendre son bien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de biens qui sont sur le marché. Au même moment que lui. Au même moment que lui. Et donc la promesse de départ, bon, il le sait, il l'a compris, il ne me l'a pas dit trop fort, mais il perd de l'argent, clairement, sur cette investissement. Alors ça fait une très bonne transition, puisque notre sujet suivant, c'est de répondre à la question auditeur. Et sa question auditeur, c'est comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier? Alors, on va tenter de répondre à la question, parce que c'est quand même une des questions les plus posées dans l'immobilier, c'est comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier. La même démarche, on pose la question à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, et la réponse est très bien, on peut se le dire. On n'est pas encore dans l'immobilier au chômage demain, mais on va dire que quand même, il faut avoir conscience que le niveau de réponse est très bon. On en est, voilà, c'est sans risque, mais au moins ça permet d'établir clairement son plan de bataille et de dire par quel bout je commence à prendre mon projet. Alors voilà, ce que je trouve très intéressant pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, c'est que sur Google, on va avoir des sites, si vous tapez la même question, vous allez avoir des sites, des vidéos, plus ou moins fiables d'ailleurs, mais finalement pas la recette de cuisine, pas le coaching, pas la stratégie. Donc là, ce que fait ChatGPT, en fait, c'est qu'il nous donne des points clés stratégiques pour être sûr de rien oublier. Et nous, on l'a soumis à des agents immobiliers. Et sur la méthode, il y a eu 0 débat. On a tous les points. Donc c'est pour ça qu'on voulait déjà partager ça avec les auditeurs et puis rajouter après derrière ce qu'on estime être nécessaire d'ajouter, notamment la mise en action. C'est ce qu'on verra. Donc vas-y. Donc déjà, si on prend dans l'ordre qui est proposé, de définir vos critères et votre budget, ça paraît essentiel, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas insister sur le budget, mais voilà, on prend en compte les frais, de combien je dispose pour acheter un bien et comment j'articule ce prêt. Quel est mon objectif? Est-ce que c'est une résidence principale? Est-ce que c'est un investissement? Si c'est ma résidence principale, faut que je tienne compte d'un certain nombre de choses, des écoles des enfants, des transports pour aller se rendre sur son lieu de travail, etc. Je peux l'assouplir sans doute sur de l'investissement. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Et là, justement, point important, tous ceux qui essayent de rentrer plusieurs objectifs dans le même projet, souvent ne mènent pas à bien le projet. On ne peut pas mettre toutes les raisons d'acheter dans le même projet. Donc on verra, on en a parlé, mais on peut voir ce que c'est qu'un bon achat pour du locatif, et c'est pas forcément le même que pour habiter. Exactement. Donc ensuite, le point 2, faire une veille constante du marché. Là-dessus, c'est évident que être sur les plateformes, j'allais dire majeures, oui. Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici,
On en cite certaines, mais... Ouais, exactement. Il y a aussi les sites des notaires, pourquoi pas aussi, hein, des notaires qui vendent aussi des biens. Enfin, il y a pas mal de biens. Ça, on peut vous laisser, on pourra vous donner les conseils, mais regardez par vous-même. De mettre des alertes automatiques et surtout de se rendre disponible parce que la bonne affaire reste pas longtemps. D'aller aussi dans les agences, hein, le réseau local, et d'en parler autour de soi, de le dire tous les jours. Bah, moi, je cherche un investissement, etc. C'est important de le dire déjà aux professionnels parce que certaines bonnes affaires n'ont même pas le temps d'aller sur les portails d'annonces immobilières et sont vendues directement. Donc, voilà, il faut se rendre disponible et aller voir les pros. Alors ça, on va dire que faut presque s'entraîner à pitcher un peu. Pour être très clair. C'est-à-dire que si vous allez rencontrer ou si vous appelez des professionnels, il faut que le pitch, l'explication de votre projet soit la plus claire, la plus simple possible. Notamment, on en parlait, mais si vous avez la possibilité de mettre dans la balance le fait que vous revendez aussi un appartement pour en acheter un autre, si on parlait de la résidence principale, évidemment, vous allez intéresser beaucoup plus de professionnels qui vont, dès qu'ils ont un bien estimé ou en off-market, penser en premier à rappeler les personnes qui auraient là aussi un appartement à leur donner en vente. Et sur le secteur en plus, exactement. Bon, voilà, c'est des choses assez logiques, mais il faut avoir ça en tête. Ensuite, alors, ChatGPT nous dit, point 3, rechercher des biens sous-évalués. C'est ce qu'on cherche tous. Après, c'est pas marqué dessus en fait. C'est pas marqué dessus, mais après il y a certaines logiques. Par exemple, quand on s'intéresse aux ventes aux enchères, bah forcément, on a déjà vu des enchères partir très très haut, mais en général, les enchères partent à des prix qui sont inférieurs au prix de marché. Donc, sachant qu'il faut avoir souvent l'apport personnel. L'apport, renoncer à la condition de prêt, voire même pour certaines ventes, avoir la totalité des fonds disponibles. Et ça nous met sur quelque chose de très intéressant, puisqu'on parle de la bonne affaire. Là où il faut être clair, c'est que être préparé à la bonne affaire, là on parle de biens sous-évalués, c'est des concessions. C'est-à-dire qu'on peut avoir à se positionner sur un bien qui nécessite beaucoup de travaux. Faut pas, si c'est pas pour vous, faut passer votre chemin sans regret. Faut pas se dire qu'on aurait dû prendre cette bonne affaire et la regretter. La bonne affaire pour certains, c'est juste d'acheter au prix, bien placé, près de chez lui. C'est déjà une bonne affaire. C'est déjà une bonne affaire. Exactement. Après, il y a des conditions qui font que ça peut devenir aussi une bonne affaire. Les successions, enfin, il ne s'agit pas de spéculer sur la détresse des gens, mais voilà, il y a une urgence parfois dans les divorces, dans les décès, etc. Alors, les mutations aussi, pour prendre quelque chose, s'il est muté pour quelque chose de positif. Exactement. Les naissances aussi. Voilà, exactement. Effectivement. Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, mais quand on parlait du Pinel, etc., on sait qu'aujourd'hui, le marché du neuf est un petit peu sclérosé, bloqué, parce qu'il y a plus... Le Pinel s'est arrêté, en fait, au 31 décembre 2024. L'avantage fiscal qui concernait le neuf. Voilà, il n'y a plus d'avantage fiscal pour investir dans le neuf. Donc, et pourtant, beaucoup de promoteurs ont encore des biens dans leur stock. Donc, ça vaut le coup d'aller voir les promoteurs et de leur demander justement de quelle manière ils pensent se séparer d'une partie de leur stock. Ils sont très imaginatifs là-dessus. Ça vaut le coup de les rencontrer. Ça peut être aussi l'occasion d'acheter des biens moins chers à frais de notaire réduits. Et notamment. Cette fois-ci, totalement dernière norme en termes d'isolation. Non, voilà. Et tranquille pour un moment, normalement, en termes de travaux, d'immeubles, etc. Et ça, pour des personnes pareilles qui n'ont pas envie ou qui ne savent pas, qui ne veulent pas gérer de travaux. Qui veulent maîtriser exactement, parfaitement l'investissement sur les 10 prochaines années, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ouais, impeccable. Et donc, du coup, le point 4 par ChatGPT, analyser la rentabilité ou la valeur ajoutée potentielle. Oui, bah c'est comparé par rapport au marché local, au prix du marché. Pareil, aujourd'hui, on sait que la donnée est disponible. Les données de valeur foncière sont disponibles. Hein. Les notaires sont obligés de déclarer à Bercy l'ensemble des transactions qui sont faites. Il y a des super applis, DVF, Etalab, etc., qui vous permettent d'aller voir ce qui se vend et à quel prix sur le secteur. Et ensuite, c'est sur le point 5, c'est ensuite de visiter, de négocier, hein, c'est de rentrer sur le bien et pas hésiter à négocier. Au pire, on vous dira non, mais pas hésiter à aller chercher cette bonne affaire, c'est en échangeant, en discutant, parce que c'est toujours une vente de gré à gré. Sans casser le produit. Non, pas du tout. Je vous le dis parce que pour nous, ça peut paraître normal, mais pour d'autres, ça l'est pas. Encore une fois, une bonne négociation, c'est une négociation, on se met
un peu à la place de l'autre. Où tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. On analyse les points forts de l'appartement, on est capable de dire sur quoi on base la négociation, et après c'est un marché libre, donc ils veulent pas, comme tu dis, on passe son chemin ou pas, on se met d'accord sur un prix. Exactement. Mais, oui. Oui, sur les visites, je suis complètement d'accord avec toi, Cyril. Ça a l'air là aussi très logique, mais il faut le redire, essayez, je dis bien essayez, d'être disponible dès qu'on vous alerte sur quelque chose, parce que ça fait la différence. Énormément. Ensuite, voilà, on a parlé des canaux classiques Oui. et des panneaux sur place, être en veille active. Ça peut être un boulot à plein temps, et certains d'ailleurs, l'investisseur qui recherche ses bonnes affaires le font à temps plein. Donc on peut envisager les choses de différentes manières, mais d'être curieux, c'est toujours important. Ensuite, avoir un financement prêt, On en a déjà parlé. Et puis être patient et opportuniste, tu l'as dit Bien tout à sûr. l'heure, mais pas hésiter à passer à côté d'une affaire que si elle n'est pas pour nous, elle n'est pas pour nous. Et on passe à la suivante. Exactement. Merci beaucoup, Cyril. On a fait le tour de la question et maintenant une synthèse de l'émission. Alors, en synthèse, j'espère que cette émission vous a intéressé. On va essayer de revoir vraiment les 3 points clés de ce qu'on s'est dit. Alors Cyril, on retiendra de cette émission On retiendra déjà la tendance 2025, c'est clairement la volonté des une banques. météo qui s'embellit et donc la volonté de tous les acteurs de l'IMO. Encore une fois, Romain, qui est notaire à Paris, en parlait lors de la dernière émission, mais c'est la volonté de tous les acteurs immobiliers de mettre de l'huile dans les rouages, et notamment ceux qui détiennent les clés, ce sont les banques. Donc ça, c'est important. Les banques cherchent à financer et trouvent elles-mêmes des solutions. Elles n'attendent même pas de l'État des solutions, une compensation autre. Elles vous proposent des solutions. Donc, volonté des banques. Exactement. Deuxième point, un marché locatif qui est très dynamique. Exactement. Donc, si on parle d'investisseurs qui étaient un peu en retrait sur 2024, là, on devrait les retrouver. Exactement. Et troisième point, on a des prix qui se sont stabilisés avec un volume de biens disponibles qui permet de trouver normalement son bonheur, j'allais dire, ou en tout cas d'avoir de quoi visiter, rechercher, etc. À l'inverse, on ne va pas dire négatif, mais en tout cas les points de vigilance, on pourrait dire comme ça, des contraintes. Ouais. On va dire qu'il faut donc préparer son dossier pour le financement, ça c'est un point clé. Consacrer régulièrement du temps à son projet, c'est-à-dire malheureusement, on parlait des pics de recherche sur Google, mais on sait qu'on a tous après des tas d'événements dans l'année, mais essayer d'être constant et d'y consacrer un certain temps. Oui, une petite nuance par rapport à ça, très vite, mais oui, on a pris l'habitude de communiquer par WhatsApp, par SMS, etc. Et on se dit, on se donne rendez-vous, etc. On a l'impression d'être très rapide. Le plus rapide, c'est le bouche à oreille. Le plus rapide, c'est d'aller directement, physiquement, d'être sur place et d'être le premier à pouvoir s'engager. Oui. Je le dis à nos auditeurs parce que c'est... On parlait de certaines villes, rendez-vous sur place, quoi. Exactement. Bien sûr. Et utiliser des outils fiables, c'est-à-dire qu'il y a une masse d'informations sur l'immobilier, et donc pour pas rester chez soi, passer d'un site à un autre, etc. Pareil, on a essayé de donner des grands sites majeurs finalement. On pourrait reparler de Meilleur Agent parce qu'on a évoqué ensemble un comparateur. Oui. À partir de quel moment il vaut mieux acheter ou rester locataire. Il y a pas mal d'outils de comparaison comme ça. Alors attention, acheter ou rester locataire, ça peut être rester locataire de sa résidence principale et acheter un investissement ou une résidence secondaire. Bien sûr. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Je voudrais encore une fois vous remercier les auditeurs de nous avoir suivis, remercier Cyril d'être avec moi. Merci David. Vous redonnez le site de l'émission, donc capimo@gmail.com, et dédier cette émission, comme les précédentes et les suivantes, à Gilles Taïeb. Merci beaucoup. Merci David. Envie d'investir dans un projet immobilier d'exception à Miami ? Découvrez nos résidences ultra luxueuses à Bay Harbor. Profitez d'un cadre de vie privilégié, à 2 pas des plages, de la marina, des boutiques et des terrains de golf. Synagogues, restaurants et supermarchés cachers sont également accessibles en quelques minutes. Appelez-nous dès maintenant au 07 59 62 38 08 pour une présentation exclusive et personnalisée. Confidentialité garantie.